concrètement fonctionne le Fa? Est-ce un destin ou c'est juste des probabilités? Ce que c'est que le phare, je vous ai dit tout à l'heure, le phare est tellement vaste parce que quand vous prenez ce sens-là, vous allez la définir dans ce sens. Quand vous prenez un autre sens, vous allez la définir dans ce sens. Quand vous prenez un aspect, vous allez la définir dans cet aspect-là. Personne ne peut savoir ce que c'est que le phare. Personne. On peut commencer par citer ce que le phare fait, mais personne ne peut donner une définition une définition qui donne tous les astres du phare, qui montre tout ce qu'il y a dans le phare. Personne ne peut avoir cette définition-là. Ce serait prétentieux. Maintenant, quand vous prenez le phare, au Bénin ici, chez les peuples du Bénin, je ne vais pas parler de pays, chez les peuples du Sud ici, qui pratiquent le phare, le Togo, nous utilisons notre chapelet divinatoire qu'on appelle appré. Ce chapelet-là est constitué de 8 maillons et chaque maillon a une face concave et une face convexe. Quand il y a une face concave et une face convexe, ça veut dire que nous avons deux possibilités quand vous lancez, soit c'est la face concave, soit c'est la face convexe. Maintenant, fois 8. Donc, quand vous lancez le chapelet, pourquoi tous les maillons ne sont pas convexes? Pourquoi tous les maillons ne sont pas convexes? C'est là même qu'il y a la réponse du Fa. Chaque fois que vous posez un problème et que vous lancez, il y a une figure qui apparaît. Et cette figure-là a une explication. Et cette explication-là va répondre à votre problème. Quand le Fa vient et que tu poses un problème, ça va te donner les causes liées à ce problème-là. C'est en ça qu'on dit que le Fa parle du passé. Ça va te donner ton état actuel, ce que tu as actuellement en venant chez lui. Et ça va te donner ce qui va arriver dans le futur. C'est en ça qu'on dit que le Fa traduit le passé, le présent et le futur. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a fait un avortement et l'âme de cet enfant-là se retrouve dans les réserves d'eau et réclame justice. L'enfant n'a pas la paix. Et la maman ou bien le papa commence par avoir des difficultés. On lance le chapelet. Le chapelet va d'abord lui dire, bon, tu as fait un avortement. Ça, c'est le passé. Là où tu es, tu as des problèmes. Tu as beaucoup de difficultés. Ça, c'est le présent. Mais si tu fais telle chose, tu auras tel résultat. Ça, c'est le futur. Donc, c'est en ça que le phare, passé, présent, futur. Voilà. Mais le phare est également destin. Après toutes ces réponses que ça vous donne, quand on ramène le phare à la vie de l'homme, il est encore le destin de l'homme. C'est en ça que chacun de nous porte un signe enveloppant dans ce monde-là. Nous sommes constitués de 256 signes, mais chacun a son signe parmi ces 256-là. Chacun a le signe qui le porte parmi ces 256-là. Donc voilà ce que je peux vous dire. D'accord. Alors, dites-moi, voici ça, le rituel, est-ce que ça peut modifier le destin? Alors, quand on parle de voici ça, déjà quand on parle de voici ça, c'est lié à une consultation. Alors que quand on veut parler du destin, on parle plutôt de Adra. Les sacrifices qui sont liés au destin, sont nommés Adra. Et les sacrifices qui sont liés à des consultations passagères sont nommés Fossissa. Donc, quand on prend les Adra en réalité, je vais vous expliquer. Quand on parle de destin, ce n'est pas quelque chose qui est figé. Ce n'est pas qu'on a écrit que bon champ, dans toute sa vie, il n'aura que 200 millions et il aura une femme qui va s'appeler Pierrette. C'est pas comme ça le destin. Le destin, ce sont des lois qui régissent la personne. Je vais vous donner un exemple. On peut dire Jean, financièrement, Jean sera déficitaire. Ça veut dire que lui, quand il prend de l'argent qu'il investit dans quelque chose, il n'aura jamais un bénéfice. Il n'aura que des pertes. Ou bien on peut dire Jean, lui, il va faire du profit. Ça veut dire que Jean, quand lui prend 25 francs qu'il met dans un commerce, ça se multiplie. C'est ça le destin. C'est pas qu'on va dire que Jean, il va avoir 1 milliard dans sa vie. C'est pas comme ça. C'est pourquoi vous pouvez avoir 2 personnes qui ont le même signe. Vous allez voir quelqu'un qui est très riche, un autre qui est un peu riche. Ils sont tous riches de toute façon, mais c'est pas le même niveau. Vous voyez? Donc, le destin, ce sont des lois. On peut dire, lui, Jean aura des difficultés d'enfants. S'il ne s'est pas fait, il va perdre beaucoup d'enfants, mais il aura quand même des enfants. Ça veut dire que Jean peut faire 5 enfants, il va en perdre 3, il va rester 2. On peut dire que Jean
très difficilement aura des enfants. Ça veut dire que si Cham sait faire les Adra, il aura 1 ou 2 enfants, mais il n'en aura pas beaucoup. S'il ne sait pas faire ses Adra, il n'aura rien du tout. Donc, ce sont des lois. Ça veut dire qu'en réalité, quand les frères Guédengue ont chanté pour dire c'est beaucoup, il y a quand même, les 4 sont dans les mains de l'individu. Pas totalement, mais l'individu a quand même une partie des 4 entre ses mains pour jouer le jeu. Donc, pour vous résumer, les Adra corrigent le destin. Ça ne change pas entièrement le destin, mais ça corrige. On ne peut pas dire que le destin ne peut pas dire, par exemple, Jean aura des difficultés d'enfant et Jean vient, il n'a aucune difficulté d'enfant. Non, c'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a une erreur dans l'initiation qui a été faite. Ça veut dire qu'il y a une erreur. Donc, les Adra corrigent le destin. Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire que le Fa crée une réalité? Est-ce que le Fa, oui, bien sûr, le Fa crée une réalité parce que vous avez quelqu'un, par exemple, qui veut aller à un examen. Et le Fa voit qu'il a le potentiel, mais compte tenu des facteurs externes, celui-là, quand il ira à l'examen, là, il va échouer. Mais le Fa, lui, il dit, bon, si tu fais comme ceci, tu fais ces sacrifices-là, si tu vas à cet examen-là, tu vas réussir, il va créer une réalité. Donc, le Fa peut bien sûr créer une réalité. On peut poser une question au Fa pour dire, comment faire telle chose? Comment parvenir à créer un avion? Comment parvenir à guérir le VIH-Sida? Comment parvenir à faire telle chose? Oui, le Fa peut créer une réalité. D'accord. Alors, le Fa est souvent présenté comme une géomancie purement yoruba. Mais pour être rigoureux, jusqu'où remontent les racines du Fa? Est-ce un savoir endogène strict ou validez-vous les thèses selon lesquelles on y voit des influences de l'Égypte antique ou des traditions arabes? Pour répondre à cette question, je pense que là, nous sommes en train de marcher sur des œufs parce que aucun de nous n'était là à cette époque-là. Donc, nous sommes forcément là pour répéter ce que d'autres ont dit ou bien ce qu'on nous a raconté ou bien ce que nous avons lu dans des bouquins, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais ce qui a toujours été dit, c'est que le Fa a quitté l'Égypte entretenu par les peuples Yoruba et a atterri au Dahomey. C'est ce qui a été relaté dans les bouquins les plus populaires, comme par exemple Bernard Mopal, qui est très fréquemment cité. Maintenant, c'est la pratique qui donne naissance à la théorie. Dans la réalité de la vie, c'est la pratique qui permet l'élaboration de la théorie. Mais quand on veut nous enseigner quelque chose, on nous enseigne d'abord la théorie avant d'aller dans la pratique. Mais là, la réalité de la vie même, il faut d'abord que tu fasses ton expérience, que tu te cognes la tête, bien que tu réussisses pour tirer les conclusions, pour dire, ah, telle chose, ça se fait comme ça, comme ça, comme ça. Quand moi, dans mon petit parcours, j'ai regardé les méthodes Yoruba et les méthodes que nous utilisons, moi, le Fa que je fais, c'est Anagu Fa Gongo. D'accord? C'est un Fa qui vient de Djaloukou. Voilà, la lignée à laquelle moi j'appartiens, c'est un Fa qui vient de Djaloukou, c'est vers Sabaloula. Quand je regarde les pratiques que nous faisons, nous consultons le même Fa, mais nos pratiques sont très, très différentes. Et quand je regarde les pratiques que les gens de Dissa font, bon, quand je dis Dissa, je parle des Boukolons d'Abomey, ce sont encore des pratiques qui sont différentes des nôtres et qui diffèrent encore des pratiques Yoruba. Je prends par exemple le chapelet divinatoire. Chez les Yoruba, quand je vais lancer le chapelet divinatoire, la partie qu'on garde comme ça, c'est ça qui est à l'avant et les deux as vous font face. Alors que ici, chez les fonds et autres, la partie que nous gardons là, ça reste, ça reste chez nous ici, voilà. J'espère que vous avez compris ce que je sens. Donc, c'est pas la seule différence. Ça, c'est parce que c'est une différence. Il y a beaucoup trop de différences. Et un jour, pendant que j'avais eu un live avec un Boukolon Yoruba, il me disait que nous faisons tout à l'envers au Bénin ici. Parce que le signe Tchétra Kabok de Bouddha aurait dit que le Fa, pendant qu'il était en train de partager sa connaissance, quand il a quitté les peuples Yoruba, il est venu dans les peuples du Bénin et qu'il a vu les Angleterres, qu'il a vu plein de choses.
et qu'il a demandé aux dignitaires de lui dire ce qu'il y avait sous les envoûtants qui dansaient comme ça. Et que les peuples du Bénin, étant mesquins, n'ont pas voulu dire au phare ce qu'il y avait dedans. Et le phare a dit, bon, qui va quand même leur donner sa connaissance à lui, qui est certainement plus avancé que tout ce qu'ils font là, mais qui feront tout à l'envers. Et c'est pourquoi on a commencé par mettre les choses à l'envers. C'est l'explication qu'il m'a donnée et c'est la seule explication que j'ai aujourd'hui sur le pourquoi on lance le chapelet comme ça chez eux et si on lance comme ça, c'est la seule explication que j'ai dessus. Selon moi, le phare appartient au peuple du Golfe de Guinée. Et chaque peuple a sa manière. Je ne parle pas de pays, je parle de peuple. Chaque peuple a sa manière de la pratiquer. Qu'on dise que le phare est la propriété des Yoruba, moi je ne suis pas trop sûr. Parce que comme je dis, c'est la théorie, c'est la pratique qui donne la théorie. Et la théorie, c'est que le phare proviendrait, c'est la chose des Yoruba qu'on lance, et ça c'est la théorie ça. Mais quand on rentre dans la pratique, nous avons des pratiques très très différentes. Est-ce que c'est quand les Yoruba ont fini d'enseigner le phare au peuple d'ici qu'ils ont modifié ça comme ça à leur guise? Ou bien est-ce que ces peuples-là étaient déjà détenteurs du phare? Parce que c'est en réalité les mêmes peuples. Quand vous remontez dans les années, au premier millénaire, vers les années 1000, etc., tous ces terres géographiques-là, c'était les mêmes peuples. Il y a les Adjaïwe, quand on parle d'Adjaïwe, on parle du Bénin, on parle du Togo, du Ghana, tout ça, là, c'était les mêmes peuples. Et il y avait les Yoruba d'un autre côté. Alors, on se rend compte que tous ces peuples-là pratiquent le phare. Le Bénin pratique le phare dans sa langue. Il est très compliqué, d'accord, de traduire les adages du phare d'une langue à une autre. C'est très, très compliqué à faire. Vous allez perdre des informations. Vous allez perdre des sens. Mais le Bénin consulte le phare dans le fond. Les Togolais consultent le phare dans la langue, et oui. À quelle époque on leur a appris le phare? Ils ont pris tout le temps là de traduire ça dans leur langue. Mais le phare tient un dialecte très compliqué. Hein? Quand on vous explique le phare, parce que nous sommes un peu allés à l'école, on essaye de détailler. Sinon, quand on vous explique les adages du phare comme ça, tu vas entendre des mots fonds que tu n'as jamais entendus. Par exemple, quand on te dit Agbangleti, qu'est-ce qu'on appelle Agbangleti en fond? Tu me dis, 10 personnes font Agbangleti, tu vois. Et quand tu vas demander de traduire Agbangleti en Yoruba, moi, je ne sais même pas ce que ça va donner. Donc, pour moi, je pense que le phare vient de l'Égypte et que les peuples de Adjatado, Yoruba, tous ceux-là s'en sont appropriés, chacun avec ses pratiques, mais le royaume d'Abomey, les gens d'Abomey, là, eux, ils ont reçu ça vers les années 1700. C'est ça qui est la vraie polémique. Parce que tous les bouquins que nous avons aujourd'hui disent que le phare est arrivé au royaume d'Abomey au temps de Agadia pendant qu'il n'y avait pas la pluie. C'est ça la vraie polémique. Et c'est ça qui fait que tout le monde dit que ce sont les Yoruba qui ont amené le phare au Dahomey à cause de cette partie-là. Alors que quand on prend le Bénin actuel, ce n'est pas composé seulement d'Abomey. Il y a des royaumes qui existaient avant Abomey, comme le royaume de Djalougou que je vous ai donné, comme les Kétou, tous ces royaumes-là existaient et pratiquaient déjà le phare avant que le royaume d'Abomey ne naisse. Abomey qui a quitté toujours Atado, Alada pour former Abomey. Même Alada existait avant Abomey. Donc c'est Abomey qui a connu le phare au temps d'Agadia. Mais les autres peuples qui constituent le Bénin n'ont pas connu le phare au temps d'Agadia. Ils pratiquaient déjà le phare depuis des lustres. Comment on pourrait dater cela pour dire que ce sont les Yoruba que on peut dire que les Yoruba ont apporté le phare à Abomey. Et c'est ce que nous avons lu. Et c'est ce que les gens d'Abomey aussi nous ont dit. Ils ont confirmé. Mais à tous les autres peuples du Bénin, je ne crois pas. Les pratiques sont très, très différentes. Et ce serait comme marcher sur des œufs, comme je vous ai dit au début. Voilà. D'accord. Tu as une question? Ça peut aller? Ok.